Je m'appelle Dorothée Martin, je suis journaliste et réalisatrice de documentaires à impact. Et ça fait à peu près 20 ans que je voyage et que je rencontre des personnes qui sont passionnées, passionnantes et qui sont toutes presque engagées. Et engagées surtout autour des sujets environnementaux et sociétaux. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Et donc là, c'est vraiment un grand honneur pour moi d'être entourée de 5 femmes qui ont des parcours très différents, qui sont toutes lumineuses, très authentiques, très sincères dans leur engagement et qui font de leur mieux pour faire avancer les choses. L'engagement, il y a beaucoup de femmes qui s'engagent, surtout dans les causes sociales et environnementales. Alors, est-ce que c'est parce qu'on donne la vie, ou en tout cas, on a cet instinct en tant que femme, de vouloir protéger la vie, protéger la nature, protéger les autres, veiller sur les générations d'après? Je ne sais pas, mais en tout cas, souvent, c'est comme ça que ça se passe et c'est ce qui est observé. Ce qui m'intéresse dans cette table ronde, on l'a construite en plusieurs parties, c'est vraiment quel est le déclic. Parce que je me suis aperçue, en fait, en rencontrant plein de personnes dans le monde qui étaient engagées, qui avaient toujours une histoire personnelle derrière l'engagement. Je vous capte mal. Et pour moi, c'est très important, en fait, de comprendre ce déclic et pourquoi chacune s'est engagée. Donc, j'aurais toutes posé la question avant. Vous allez voir, elles ont chacune eu un déclic différent. Laetitia, qui est derrière, est avec nous aussi. Gentiment, elle assiste en visio parce qu'elle est à l'étranger, elle est en plein milieu de la nuit. Et donc, après le déclic, après nous avoir expliqué leur déclic, on va essayer de réfléchir à est-ce que c'est plus difficile d'être une femme ou pas? Est-ce qu'il y a des obstacles? Est-ce qu'il y a des défis? Et ensuite, comment on peut inciter à agir? Parce que c'est bien d'être sensibilisé à l'engagement, mais le plus important, selon moi, c'est de faire en sorte que les autres agissent. Et donc, comme chacune a un parcours très différent, elles ont aussi des façons d'agir différentes. Et ça peut peut-être aussi vous animer et vous aider. Voilà. Et après, je vous laisserai la parole en fin de session, 15 minutes avant, où vous pourrez évidemment poser des questions aux 5 personnes. Juste avant qu'on commence, Bella, qui est donc ici, est la plus jeune de la tribune. Elle a 22 ans, elle est anglaise. Et elle est militante écologiste. Et donc, elle va faire toutes ses réponses en anglais. Et c'est Pascal qui est à côté qui va traduire. Donc, il y aura un petit délai. C'est-à-dire que Bella va parler en anglais et Pascal parlera en français. Voilà. Donc, il y aura juste une traduction simultanée. Alors, Solène, on va commencer par vous. Vous êtes chasseuse de tête. Vous êtes spécialisée dans le recrutement des dirigeants et des dirigeantes. Moi, le mot chasseuse de tête, j'aime pas trop. Donc, je vous appelle plutôt une cueilleuse de talents. Et vraiment des talents dans toute sa biodiversité. Pardon. Vous êtes la fondatrice de la communauté Éclore et initiatrice aussi d'événements qui s'appelle Debout Citoyennes, où vous rassemblez en fait des femmes et vous les mettez en lumière pendant une soirée. Donc, s'il y a des femmes dans l'assemblée qui ont envie de participer, vous allez voir Solène à la fin. C'est vraiment des rencontres et des expériences spirituelles qui vous ont permis de découvrir votre véritable mission, qui est de transformer le monde du travail en quelque chose de beaucoup plus inclusif et beaucoup plus humain. Donc je voudrais vous nous raconter un petit peu votre parcours et votre chemin. Avec plaisir. Donc je démarre tout de suite. D'abord, j'aimerais savoir à qui je m'adresse. Qui dans la salle a fait l'expérience d'un conscience spirituelle, votre âme s'est réveillée. Si c'est le cas, levez-vous, juste pour savoir un peu face à qui je suis. Votre âme s'est réveillée. Voilà, super. Alors pour celles et ceux qui se sont mises debout, quand l'âme se réveille, elle ne nous laisse plus dormir. Je pense que vous confirmerez cela. Mon chemin d'engagement, il a démarré en 2013 à l'occasion d'une expérience de méditation intensive qui s'appelle Vipassana. Qui a déjà entendu parler de ce nom barbare? Ok, et ce n'est pas toujours les mêmes d'ailleurs. C'est une expérience qui consiste en une méditation intensive pendant 10 jours. Vous êtes dans le silence total et vous méditez 10 heures par jour sur un coussin. Et moi, j'y suis allée un peu en mode ayatollah, je vais y arriver, performance, nouvelle expérience. Sauf que quand je suis ressortie de ces 10 jours de méditation, toute ma perception du réel a été modifiée. Alors, j'ai quitté mon mari. Donc, si vous voulez quitter votre mari, ou si vous ne voulez pas quitter votre mari, attention.
J'ai changé d'alimentation, j'ai changé mon rapport au travail, tout a changé. Donc ça, c'était un premier déclic, un éveil spirituel. Alors dans mon cabinet de chasseur de tête, j'accueillais les candidats et puis comme je commençais à voir un petit peu qui ils étaient derrière le masque, je finissais en leur faisant des hugs. On me disait, Solène, c'est un peu bizarre ce que tu fais là. Donc j'ai entrepris un voyage en Inde à la recherche de ma vocation, de ma réelle mission. Et en Inde, j'ai eu un autre déclic, parce qu'il y a souvent plusieurs déclics. Le second déclic, c'est un déclic social, sociétal. Pas besoin d'aller en Inde pour voir la misère, mais il se trouve que j'ai eu un déclic là-bas, en me réveillant un matin de mon hôtel de bobo parisienne qui part à l'autre bout du monde. Je tombe sur un bidonville avec des enfants dans la misère. Et là, je suis frappée, en fait, et je me pose la question de ma responsabilité. Suis-je responsable d'un monde qui souffre ? Et à ce moment-là, je n'ai pas encore la réponse, mais vraiment, c'est la conscience que j'ai sûrement une part de responsabilité. Et tout mon être dit oui. Alors, il dit oui en pleurant beaucoup, en disant oui, je ne suis pas nécessairement coupable, mais je suis responsable. Alors, ensuite, je reviens en France, et là, je tombe sur un philosophe que vous connaissez tous et toutes, au moins de nom, Aristote, qui dit « Votre vocation, c'est là où vos talents rejoignent les besoins du monde. » C'est simple, il y a deux inconnus. Talent et besoins du monde. Les besoins du monde, il y en a beaucoup. Nos talents, on en a beaucoup, mais on ne les connaît pas toujours. Donc, j'entreprends un chemin de connaissance de moi-même pour découvrir où est-ce que je voulais vraiment me planter mes talents pour les faire éclore. Je décide de m'engager dans une transformation du monde du travail parce que je vois trop de souffrance au travail. Mais une fois qu'on a décidé ça, on commence par quoi ? Il me reste peut-être une minute ? Ouais. On commence par quoi ? C'est pas facile, donc je commence à faire méditer plein de gens, à animer plein de soirées de réflexion, de philo, etc. Mais il y a un troisième déclic avec un homme qui est dans cette salle, qui est tout au fond là-bas, sur un fauteuil avec des dreads jusqu'aux fesses. Tu ressembles un peu à une femme comme ça, de loin, les dreads, la robe djellaba, Riyad Salem. Je crois à ce moment-là, on est en 2014, je crois qu'il suffit de méditer pour changer le monde, qu'il suffit de donner de l'amour. Et Riyad me permet de revenir sur Terre. Pour un homme qui avait des prothèses à la place de jambes, quand même, c'est un peu un comble. Il me dit, tu sais Solène, si tu veux changer la société, tu dois avoir un discernement du réel, revenir dans la réalité. Et l'amour ne suffira pas, il faut une conscience politique. Moi, pendant des années, j'ai médité, on m'a dit, prie Riyad, tes jambes repousseront quand j'étais petit à l'hôpital. Mes jambes n'ont pas repoussé, il y a la matière, il y a l'esprit, il y a la matière. Et tout mon chemin, c'est de réconcilier les deux. Merci. Merci Solène. Constance. Pardon. Vous êtes franco-allemande et l'un de vos premiers mots était arbre, selon la légende ou selon la vérité, j'en sais rien. Votre vocation pour la nature, en fait, est née parce que vous passiez tous vos étés chez vos grands-parents et votre oncle avait construit une petite mare artificielle. Et en fait, ça vous amusait de regarder un petit peu tout ce qui s'y passait dedans. Voilà. Et donc, il y avait vraiment énormément de vie qui grouillait à l'intérieur. Et votre vocation pour la nature s'est vraiment déclenchée là. Et ensuite, là, après avoir fait des études brillantes, depuis 15 ans, là, maintenant, vous travaillez dans le développement durable, avec comme fil vert la nature et la biodiversité. Vous êtes consultante au sein d'un cabinet qui s'appelle iCare de chez Bearing Point. Et vous aidez en fait les grandes entreprises à mesurer et aussi à réduire un peu leur impact sur la nature. Votre savoir pluridisciplinaire vous a amené aussi à écrire un recueil que je vous conseille de lire, qui s'appelle Rencontre avec la nature, qui explore en fait les origines historiques et aussi conceptuelles justement de cette crise actuelle écologique. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous raconter un petit peu les raisons aussi de votre engagement, s'il vous plaît ? Oui, volontiers. Merci beaucoup et bonjour à toutes et tous. Je suis très, très honorée d'être ici, entourée de femmes engagées. Donc effectivement, voilà, ma vocation remonte à l'enfance et je pense que c'est souvent le cas. Il y a souvent une histoire personnelle, effectivement, derrière les personnes qui se sont engagées dans le développement du tôt, je dirais, avant que ça devienne à la mode, oserais-je ajouter. Donc mon grand-père était forestier, il m'a transmis sa passion pour les arbres, effectivement, et je me souviens, je vais évoquer 2 souvenirs d'enfance rapides.
un peu le traumatisme que j'avais éprouvé quand j'apprenais à lire et j'étais tombée dans une encyclopédie sur un article qui expliquait la construction de la route transamazonienne au Brésil. Et je me souviens d'avoir vu ce ruban orange en fait qui coupe en deux une immensité verte et que ça m'avait vraiment mais absolument saisie. Et c'est une image qui m'a hantée longtemps. Et je me suis dit peut-être qu'un jour, j'œuvrerai contre ça. Voilà. Plus positivement, en revanche, effectivement, voilà, j'étais enfant, je passais mes étés à la campagne et il y avait cette petite mare, effectivement, artificielle. Et d'ailleurs, ça montre aussi à quel point la biodiversité est résiliente et à quel point on peut aussi aider la nature à reconquérir des espaces. Et cette petite mare sert de lieu de ponte. Elle existe toujours, hein, comme la maison qui est encore à peu près debout. À d'adorables crapauds qui s'appellent des crapauds accoucheurs et qui ont la particularité en fait que c'est le mâle qui s'occupe des œufs, donc ça fait des crapauds très modernes. Et aussi que leur chant est très mélodieux, un peu comme un pipeau ou une flûte. Et on penserait davantage à un oiseau qu'à un petit crapaud quand on entend cela. Et quand ils sont plusieurs à chanter, c'est comme un petit concert et c'est assez magique dans les nuits champêtres. Voilà, donc ça c'était vraiment un peu l'enfance. Ensuite, mon engagement s'est concrétisé, je dirais, par mon orientation académique et professionnelle. Donc je me suis orientée vers des études littéraires, donc prépa littéraire et puis l'ENS Ulm. Et là, en fait, quand je me suis demandé un peu, je vais faire quoi de ma vie maintenant que j'ai réussi le concours, est-ce que je peux en fait faire de ma vocation et de ma passion un métier? Et c'était pas du tout évident au départ parce que je me suis dit, je suis littéraire, je suis pas ingénieure, j'ai pas fait des études d'agro, de biologie ou je sais pas quoi. Est-ce qu'il y a une place pour moi dans cet univers? Est-ce que j'ai une légitimité en fait à m'engager pour la nature? Et ça a fini par décanter, à Ulm, en travaillant sur de l'éthique environnementale. J'ai travaillé notamment sur Hans Jonas, le penseur de la responsabilité envers les générations futures, et puis aussi à Sciences Po, un master qui venait d'ouvrir. C'était vraiment tout nouveau. Et ensuite, effectivement, donc j'ai construit ma carrière dans le développement durable, en passant par des ONG, des organisations internationales, entre autres ici d'ailleurs, un bref passage par le Centre du patrimoine mondial. Et voilà. Et aujourd'hui, je ne suis plus une petite fille, mais j'ai mis au monde tout récemment une petite fille qui a 6 semaines. Voilà. Et quand... Merci. Ouais. Voilà. Après un long parcours, parfois il faut aider aussi la nature. Quand je la regarde, effectivement, je pense au monde qu'on est en train de laisser à nos enfants. Évidemment, la notion de responsabilité envers les générations futures, eh bien, elle prend une couleur extrêmement concrète et criante, en fait. Voilà. Dans mon cas, je pense que la maternité aussi renouvelle aujourd'hui la force de mon engagement de jeunesse. Voilà. Estelle Lefébure. Vous avez grandi donc en Normandie, au milieu des arbres, des animaux, de la nature, des chevaux. Après, vous êtes devenu mannequin, voilà, très jeune, et vous l'êtes toujours d'ailleurs. Vous avez créé en fait une méthode assez intéressante qui s'appelle Orae, qui est anti-âge et en même temps bien-être. Et là, votre dernier livre, c'est vraiment un hymne sur le temps qui passe, sur les femmes de notre âge. Vous défendez en fait une écologie de vie où prendre soin va aussi avec le respect du monde qui nous entoure. Et puis, vous avez créé une association, pour l'instant, peut-être que ça deviendra une fondation, qui s'appelle Spéromar, pour la protection des océans, parce que l'eau, pour vous, est vraiment un élément important. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre engagement ? Et c'est parti, voilà. Bonjour à toutes et à tous. Alors oui, mon engagement, en effet, il a démarré certainement avec un premier déclic aussi en toute petite, donc normande, vivant pas loin de la mer, Dieppe, Varangeville, Honfleur, c'est des noms qui évoquent peut-être quelque chose pour certains d'entre vous. Et donc les côtes normandes ont toujours été pour moi très importantes. Et puis, il y a eu aussi les Antilles où, ne pouvant pas partir en vacances avec ma maman qui travaillait énormément, eh bien, elle m'avait confié à une deuxième maman qui habitait les Antilles, donc la Guadeloupe. Et donc, depuis toute petite, enfant unique, je plongeais la tête sous l'eau avec un masque et je me faisais un monde et je discutais, entre guillemets, avec les poissons. Oui, c'est un peu bizarre, mais je vous assure que ça fait du bien et ça apaise énormément. Et je me suis dit, j'aime ce monde sous-marin, il est magnifique, j'ai envie de le découvrir encore plus. À 23 ans, je commence à plonger, ça devient une passion.
Et puis après, j'ai des enfants. Je vis toujours pas très loin de la mer. Et je pense qu'il y a un moment, à force de plonger, on voit malheureusement ce monde qui change, ce monde qui est détruit, ce monde qui, les coraux changent, les poissons disparaissent. Et on se dit, on ne peut pas rester insensible et surtout les bras croisés. C'est pas possible. Je pense que l'engagement est vital. Ça donne un sens et l'espérance qui changent radicalement sa vie. En devenant maman et maintenant grand-mère, j'ai besoin de transmettre. J'ai besoin de transmettre cette passion. Et puis, je pense qu'on le fait pour les autres et pour soi. Donc, forcément, ça crée des liens. Et je crois que par rapport à nos enfants et petits-enfants, on leur doit ça. C'est très, très important. L'engagement, il est vital, sincèrement. Alors, Bella Lack, comme je l'ai dit, est anglaise. Elle a 22 ans. Elle habite à Londres. Très jeune, en fait, elle a aimé la nature. À 7 ans, elle lisait déjà avec son père des livres sur Darwin. Et à 12 ans, son déclic est vraiment arrivé quand elle a découvert un documentaire à la télévision sur les orang-outans et leur habitat, en fait, qui était très abîmé. Et là, elle a décidé de s'engager. Et 1 an après, elle a même décidé de faire sa propre campagne pour récolter de l'argent pour les orang-outans et pour les habitats. Elle avait que 12 ans. Donc ça fait déjà 11 ans que Bella est engagée. Ce qui l'intéresse surtout, c'est vraiment protéger la biodiversité et faire ça avec les jeunes. Et l'engagement avec les jeunes, c'est vraiment ça qui la porte. Elle a participé au film de Cyril Dion qui s'appelle Animal, il y a quelques années, en 2019. Et elle a écrit un livre qui s'appelle Les enfants de l'Anthropocène, qui est très intéressant, que je vous conseille aussi, parce que ça donne énormément d'idées concrètes sur comment agir. Et c'est très facile à lire et c'est vraiment des petits paragraphes très simples. Et elle montre aussi plein d'engagements de plein de jeunes dans le monde qu'elle a rencontrés, notamment grâce au film de Cyril. Et elle a créé une fondation, elle a cofondé une association qui s'appelle Reserva, justement, qui est dirigée par les jeunes. Donc c'est vraiment la particularité, c'est que Bella adore s'engager avec d'autres jeunes. Voilà, je te laisse, Bella, voir avec Pascal la traduction, si tu as besoin. Ou tu peux parler en anglais directement. Hi everyone. First, I'll just apologise for being English, because English are always a liability. So Dorothy summarised slightly why I'm engaged. I began when I was very, very young, 5, 6, bringing in snails, ants, insects into my house, and my parents were always trying to convince me to stop. I would put them in the sink, in the Tupperware, and whatever I could find. Tell me when to stop. Ok, alors on va faire des sections pas trop longues. Voilà, bonjour à tous. Alors désolée d'être, je m'excuse d'être anglaise, hein, c'est toujours un peu un sujet quelque part, cette nationalité. Mon engagement, il démarre quand j'ai 5-6 ans, au moment où donc j'amène à la maison toutes sortes de bestioles, des escargots, etc., que je mets dans l'évier, dans des tupperwares, et mes parents essayent de m'empêcher de faire ça. And then, once again, as Dorothy said, when I was about 12, 13, I watched a video of an orangutan and a mother and her baby and how they were in this monoculture completely destroyed by palm oil. And I went on this very vigorous campaign about boycotting palm oil in my school, in my community. And it turns out I was completely wrong, because palm oil is a lot more sustainable than lots of other vegetable oils. But for about 2 years, I was vehemently campaigning on that, and I think that's an important lesson, because lots of environmentalists are very dogmatic and think everything they say is sort of gospel. But I think we also need to learn that the environmental movement has made lots of mistakes, and that's okay, because it's better to be doing something than nothing. But we also sometimes need to take a step back and recognize where we're being too dogmatic. Okay. I thought you finished with it. Sorry. Yeah? Okay. Just
Alors, la suite, ben voilà, j'ai 12-13 ans, je vois une vidéo avec une mère orang-outan et son petit, dont la vie est complètement détruite par la production d'huile de palme. Donc, je vais directement monter une campagne extrêmement véhémente pour entraîner le boycott de l'huile de palme avec tous les gens, enfin essayer de convaincre tous les gens de mon école, tous les gens qui sont dans ma communauté. Je suis très véhémente et pourtant je me trompe en fait, parce que l'huile de palme quelque part est quelque chose de beaucoup plus durable qu'un certain nombre d'huiles végétales, mais c'est pas grave, c'est-à-dire que les environnementalistes se sont souvent trompés. Il leur arrive aussi d'être extrêmement dogmatiques, de considérer que ce qu'ils défendent et mettent en avant est évangile, mais c'est pas très grave, parce qu'en fait quelque part il vaut mieux se tromper que de rien faire et d'être animé par quelque chose. Thank you. And then, in summary, I spent a few years campaigning in a very consuming way. I missed a lot of school, and I realized that I didn't want to constantly be railing against something. I wanted to be fighting for something. I wanted to fight for what I loved, which was nature and conservation. Oui, et donc j'ai continué à m'engager dans un certain nombre de campagnes, etc. J'ai beaucoup raté l'école. Et puis à un moment donné, je me suis aperçue que ce qui m'intéressait, c'était pas tant en fait d'être contre ou de fustiger différentes choses. Ce qui m'intéressait en fait, c'était de me battre pour. Then in the next few years, I did this documentary, Animal, with Cyril Dion, who I'm sure lots of you know, an incredible French activist and director. And the book, Children of the Anthropocene, because the whole idea behind both of the projects was to meet people, to speak to people around the world. Lots of it was during the COVID lockdown via Zoom, who had solutions and who were on the front line doing something. And I began to be interested in communication and storytelling and how we can begin to convey what needs to happen rather than just what doesn't need to happen. Je vais jusqu'au bout parce que sinon j'oublie la fin. Et puis, effectivement, les années après, j'ai collaboré avec ce formidable militant et réalisateur que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Cyril Dion, pour le film Animal. J'ai fait le livre Les enfants de l'Anthropocène, dont Dorothée Martin a parlé. Et l'idée derrière tout ça, en fait, c'était de rencontrer des gens, c'était d'échanger. Et beaucoup de choses se sont passées par Zoom, parce que une grande partie de tout ça s'est fait au moment du Covid, mais en tout cas l'accent était mis sur vous pouvez apporter des solutions et vous êtes effectivement aux avant-postes de ce qui peut avoir besoin d'être fait. C'est avec ces deux expériences-là que j'ai commencé à m'intéresser à la communication, que j'ai commencé à m'intéresser à la mise en récit, la construction du récit, parce qu'effectivement, il me semblait très intéressant de mettre l'accent sur transmettre ce qui avait besoin de se produire et ne pas critiquer ce qui était en train constamment de ce qui se passait. Okay, sorry, I'm doing a sort of Shakespeare monologue, so I'll hurry and finish. But then after that, I realized, actually Estelle and I were talking about this before we came on. I was surrounded by a lot of young people who were very passionate and wanted to do something. So with an American woman called Callie, I established Reserva. And just as a bit of a framework to summarize, an incredible man called John Alexander wrote a book called Citizens, which says, we used to live in a strongman story. We then moved after the Industrial Revolution to the consumer story, which suggests and tells us as a societal narrative that the best thing that we can do is either consume less or consume more sustainably. So we begin to just see ourselves as consumers. And the third story which John proposes is a citizen story, which means that rather than just seeing the best thing that we can do is using less plastic or flying less. Instead, we begin to see ourselves as citizens who can engage with the law, with politics, and with economics in different ways. And the idea of Reserva is to create direct ways for young people to engage. So they're not just seeing
environmental solutions as reducing their actions, but they're actually seeing these pathways of actions open up in front of them. And, you know, young people born in 2020 are 7 times more likely to experience severe weather events than someone born in 1970. So I think whilst it's important everyone engages, the urgency and the passion I've seen among young people is, you know, incredible and unmatched. So I think it's very important that we reach out to younger generations. And I can no longer just say it's me, because now there are lots of there's another generation younger than me. But that's sort of what's driving me right now. And then I'm finished. Voilà, c'était le mot de la fin de Bella, à moi de vous rapporter ce qu'elle vient de dire. Donc, on avait, juste avant de commencer, en fait, cette rencontre, on discutait avec Estelle Lefébure, et on se disait qu'il y avait énormément de jeunes qui actuellement étaient très passionnés par toutes ces questions. C'est pour ça qu'avec Kali, une Américaine, j'ai monté Reserva. Et je dirais que ce qui a été la base, en fait, de la réflexion quand on a monté cette organisation, c'est la pensée de quelqu'un de formidable qui s'appelle John Alexander et qui disait que, en fait, au départ, voilà, on a eu le récit de l'homme fort, puis on a eu le récit du consommateur, qui donc nous a amené à dire voilà, il faut consommer moins, il faut consommer durable, et il dit aujourd'hui il est temps d'arriver au récit du citoyen, en fait, et pas seulement dire c'est mieux de faire ça, alors il faut moins voler en avion, il faut manger bio et moins de viande, etc., mais il est temps de s'approcher du monde de la loi, du monde de la politique, du monde de l'économie, en fait, et de montrer aux jeunes générations qu'ils peuvent avoir accès à tout ça. C'est d'une certaine manière leur montrer que l'action est possible et qu'elle est ouverte. J'insiste sur le fait que quelqu'un né aujourd'hui en 2020 a 7 fois plus de chances d'être confronté à des événements climatiques d'extrême ampleur, 7 fois plus que quelqu'un qui est né en 1950. Donc ce sentiment d'urgence, en fait, il habite les jeunes qui sont extrêmement passionnés, mais c'est important d'insister sur la manière positive de s'engager, de saisir les questions. Et je dirais aujourd'hui que voilà, je suis loin d'être la plus jeune personne engagée, puisqu'il y a déjà une génération qui est née après moi et qui s'engage également. Alors maintenant, je vais vous présenter Laetitia Doche, qui doit être en visio. C'est la nuit pour elle. Oui, je suis là. Bonjour Laetitia. Merci de pas Bonjour dormir. à vous. Merci d'être avec nous. Alors Laetitia est comédienne, réalisatrice et aussi metteuse en scène. Elle est très très créatrice. Moi, j'ai beaucoup ri en regardant un petit peu les différentes choses qu'elle peut faire, toutes ses œuvres. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un spectacle qui s'appelle Hate, où elle donne la parole à un cheval. En tout cas, je vous conseille de le regarder parce que c'est très, très original. Elle donne aussi la parole à des arbres dans une libre antenne sur France Culture. Ça aussi, je vous le conseille. Elle a réalisé un film dernièrement qui s'appelle Le procès du chien, où elle défend en tant qu'avocate un chien. Et elle a aussi participé à un film en tant que comédienne qui s'appelle Acide, autour des pluies acides, avec Guillaume Canet. Et là, en ce moment, elle est en train de travailler sur un documentaire autour des femmes et de la condition des femmes. Alors Laetitia, je vais te poser une question et puis je vais te laisser te présenter aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le message que tu souhaites délivrer à travers toutes tes œuvres qui sont vraiment très créatrices et très, très différentes l'une après l'autre? Une question à vous quatre. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que être une femme est plutôt est-ce que vous voyez ça plutôt comme un atout ou plutôt comme un frein? Qui veut prendre la parole en essayant de rester sur 1 minute et demie de réponse chacune? Et si Laetitia revient, on la remettra en ligne. Qui se lance? Allez, vas-y. Être une femme dans un monde d'hommes,
c'est un problème. C'est un vrai problème. Parce qu'on nous a inculqué une certaine manière de manager, de diriger, d'entreprendre. Et en tant que femme, on croit qu'il faut s'y conformer. Donc si on croit qu'il faut se conformer à une manière de faire masculine, c'est un problème. En revanche, si on accepte pleinement notre être féminin, qui est beaucoup plus enclin à l'intériorité, à la relation, à l'intelligence émotionnelle, on peut faire de grandes choses. Et moi, je suis arrivée vraiment à entreprendre grâce encore une fois à mon mentor Riyad Salem qui m'a dit « Mais Solène, ne cherche pas à faire comme les autres. Emprunte ton propre chemin. Accepte ta sensibilité. Accepte que tes idées, elles te viennent en méditant et pas en faisant des business plans. » Ça rime. Voilà. 1 minute 30, je crois que c'est bien. Merci. Vas-y, Estelle. Alors, je serais assez d'accord avec toi. Et en même temps, je dirais quand même qu'on a une force qui est plus importante que les hommes, désolée. On donne la vie. Avec ça, on peut tout faire. Quand on porte la vie, quand on est aussi... on fait les choses avec son cœur, on est en effet encore plus sensible. Et je crois qu'on peut aller très très loin, même si en effet on est dans un monde d'hommes où l'homme règne. Mais en fait, il y a toujours une femme derrière un grand homme. Ça, faut pas l'oublier. Oui, alors je vais ajouter peut-être une pierre un peu différente là à la discussion. Personnellement, j'ai jamais considéré que c'était un obstacle, en fait, ni forcément non plus une chance, en fait. Je me perçois plutôt comme un être humain, je dirais tout bêtement. Alors il se trouve que je suis une femme, c'est chouette, mais voilà. Et pour moi, à titre personnel, c'était plutôt ce que j'ai trouvé plutôt difficile parfois dans je dirais, la mise en œuvre de mon engagement et aussi tout simplement ma carrière professionnelle. C'est plutôt le fait d'avoir été une des premières de ma génération à vouloir faire justement de l'engagement en développement durable un métier. Donc c'est plutôt une question d'âge et de génération. Alors maintenant, je suis loin d'être la jeune professionnelle que j'étais à l'époque. Mais voilà. Et honnêtement, le fait d'être une femme, pour moi, c'est quelque chose de relativement indifférent dans ce contexte. Alors je me permets d'avoir une parole un peu différente. I love being a woman, but I think in terms of environmentalism, an attribute, and I don't like the way this has always been, but an attribute attributed to women in the society, the Western society I've grown up in, is the skill of communication. And I think, like I said earlier, one of the biggest issues we face isn't a lack of research, it's a lack of communicating that research to people who need to hear it. And lots of the time, sorry, I forgot again. No, that's okay. Carry on if you want, because I think the idea is finished. Alors, donc, j'adore être une femme, hein, et je dirais que généralement, en fait, hein, la qualité qu'on attribue aux femmes, c'est la qualité de communicante, hein, pour les environnementalistes ou d'autres personnes. Et c'est pas la recherche qui nous manque, hein, c'est la communication, je crois. And if you analyze lots of the way that climate scientists communicate, which has been done by an organization called New Zero World, they found that lots of people communicate through the information deficit model, which assumes that the more information you put out and the more you sort of inundate social media with information, that should equate to action. And they found that that's not true at all. And if you want people to take action, you need to appeal to their values. And with Reserva, for example, when we first began in 2019, we realized that young people, a core value of young people is sort of an immediacy, which hasn't been seen in lots of previous generations. And I think it's because of social media. Young people have social media, so they feel like they need to be engaged in lots of discussions and they need to see action in a quicker fashion.
Oui, lorsque les communications ont été analysées de différentes manières sur toutes les questions climatiques, en fait, on s'est aperçu que finalement, alors il y a un organisme, mais je ne le connaissais pas, donc je n'ai pas eu le temps de noter son nom, mais en tout cas, il y a eu des études qui ont été faites et où on s'est aperçu d'une certaine manière que inonder avec de l'information n'était pas vraiment ce qui allait faire naître l'action ou la provoquer, ou quelque part la susciter plutôt. Ce qui compte, si on veut susciter l'action des gens, c'est de parler à leurs valeurs, de faire écho à leurs propres valeurs. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire avec Reserva, qu'on a fondé en 2019. Et la valeur qui aujourd'hui semble être vraiment au centre pour les jeunes générations, c'est l'immédiateté, puisqu'effectivement, avec des réseaux sociaux qui, quelque part, sont devenus pour beaucoup quelque chose de natif, ce que les gens veulent faire, c'est pouvoir agir vite et aussi pouvoir agir sur différents fronts. And all of this to say, I suppose, when you're in an organization like all of us are, rather than inundating people with data and scaring them with reports or facts, you need to appeal to the core values of those people you're trying to appeal to. And I think, coming back to the question, I think being a woman may help with being able to do this. I'm not sure if you agree. Oui, et effectivement, tout ça pour dire que globalement, il ne s'agit pas d'inonder les gens avec des données, des rapports, des faits divers. Il faut vraiment arriver à trouver le chemin des valeurs qui les animent. Et pour ça, je pense que le fait d'être une femme peut aider. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Alors, maintenant, je vais revenir à Solène maintenant. Mais là, tu as assez parlé. Votre plus gros défi en ce moment, c'est la gouvernance. Parce que vous êtes en train d'essayer de faire grossir un petit peu votre association. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement pourquoi c'est un défi et pourquoi c'est compliqué pour vous, justement, de passer à l'échelle supérieure? Qu'est-ce que c'est compliqué, l'humain? Qu'est-ce que c'est compliqué? Qu'est-ce que c'est compliqué? On peut partager des mêmes sensibilités, un même engagement et ne pas arriver à fonctionner ensemble. Il ne suffit pas d'être en affinité de valeurs. Il faut savoir fonctionner ensemble dans un collectif. Et ça, c'est un sacré défi. Quand vous avez une entreprise, vous recrutez des personnes, vous les payez. Dans des systèmes classiques, c'est hiérarchique et puis ça marche comme ça, on ne se pose pas trop de questions. D'ailleurs, il faudrait qu'on s'en pose. Quand on est dans des modèles associatifs, beaucoup adhèrent et sont bénévoles. Et ça complexifie beaucoup. Un bureau est en partie bénévole, les administrateurs le sont. Donc j'ai cherché une pratique que je vais vous soumettre ici, que je trouve assez puissante, pour faire fonctionner un collectif ensemble. Pour faire fonctionner un vrai collectif, c'était pas des clones, quoi, des gens différents qui peuvent avoir des sensibilités différentes, des manières de faire différentes. Comment on les fait? Alors, qui a déjà été confronté à ce problème? Faire fonctionner des gens différents ensemble. Ça marche aussi rien que dans la famille, repas de famille. Enfin, voilà. Comment on fait chez Éclore? On a des rituels. On commence par se rendre disponibles les uns aux autres. Si on n'est pas disponible, on ne peut pas être ensemble. Donc, on se met en disponibilité. On a toujours 3 minutes de méditation. Voilà, c'est fait. 3 minutes, on se met en disponibilité. Ensuite, on invite chacune à dire avec quoi il est en présence. Si vous avez des difficultés personnelles dans le travail, ça se joue évidemment du travail, dans le travail. Donc on prend ce temps de se déposer, et puis après nos 10 minutes de rituel, on peut vraiment bosser, quoi. Et chacun est respecté dans sa contribution unique pour créer un collectif fort des différences. Voilà. On y arrive un peu aujourd'hui. Si vous voulez plus d'infos, venez me voir. J'ai parlé. Alors, il y a un autre défi, évidemment, avec les associations, c'est la recherche de fonds. C'est quand même le nerf de la guerre. Solène, tu as aussi ce problème-là, mais Estelle aussi le vit avec son association Spéromar. Oui, alors donc avec l'association que j'ai cofondée avec Géraldine Parodi, qui est une scaphandrière,
donc qui travaillent dans les fonds marins, mais généralement dans les usines, donc pas dans des endroits très glamour, qui voient en effet l'état de la mer. Mais quand on a fondé cette association, donc on est une toute petite association qui date de 2019. On a eu le Covid, on n'a pu rien faire, aucune action. Et quand on a fondé cette association, on avait plein de projets, on s'est dit on va faire plein de choses, on va essayer de faire plein d'actions et tout. Bon, déjà, entre le Covid, c'était pas possible. Et puis après, quand on a commencé à faire des actions, donc on est sur le terrain, on fait des nettoyages de plage, on fait des nettoyages sous l'eau. J'ai dû passer différents niveaux pour aller au plus profond. Pour faire ces nettoyages, on fait des plongées participatives, donc recensement de poissons, comptage, pour voir un peu s'il en reste par ici en Méditerranée. Il n'y en a pas beaucoup. Et ensuite, on fait aussi, surtout, des sensibilisations dans les écoles. Donc on va dans les écoles, on va directement là où l'avenir est et on essaye d'apprendre ce monde merveilleux et d'émerveiller encore ces enfants qui ne connaissent pas forcément le monde sous-marin. Et moi, je pense que c'est très important parce qu'on est dans un monde dépoétisé, désensibilisé. Et je crois que c'est important de redonner cette petite lumière, de redonner aussi espoir, et donc chez ces enfants. Et malheureusement, pour faire toutes ces actions, alors les écoles, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Mais quand on fait des nettoyages, quand on descend, quand on va dans des endroits pour le faire, quand on va aussi, parce que ce qui est important, c'est de se rassembler. Quand on est une petite association, on ne peut pas faire tout seul. C'est pas possible. Et donc, c'est important aussi d'être en collectif et d'être avec d'autres associations. Et en effet, quand on veut des projets plus ambitieux, eh bien, il faut de l'argent. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert maintenant notre association au public pour devenir membre. Donc, on peut devenir membre de Spero Mare, mais c'est toujours dur. Et donc, on cherche des partenaires, on cherche, voilà. Et surtout, on voudrait devenir d'intérêt public, parce qu'apparemment, après, c'est quand même beaucoup plus facile pour les gens, les membres, et pour nous aussi. Donc voilà, c'est vrai que c'est compliqué, ce que tu disais, Solène. C'est pas facile. Le monde associatif est pas évident, mais on y croit, parce qu'encore une fois, c'est vital. On est obligé de faire ça. Merci Estelle. Alors Constance, toi tu travailles plutôt avec des acteurs économiques qui eux en fait peuvent, t'en as marre un petit peu et tu veux surtout pas, qui se contentent vraiment à limiter leur impact sur la nature, mais plutôt qu'ils accélèrent leurs actions de conservation et de préservation. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu fais et comment tu arrives à les inciter à changer le modèle? Oui, bien sûr. Alors, voilà, peut-être un petit, en complément de ce qui a été dit, un éclairage un peu plus technique peut-être et un peu plus effectivement sur le monde des entreprises. Moi, quand j'ai démarré ma vie professionnelle en 2010, la RSE, c'était vraiment très, très embryonnaire. Hein. Donc, pour situer, 2010, c'est vraiment le tout début du reporting extra-financier, hein, comme on disait à l'époque, en France, un peu normalisé, on va dire, avec Grenelle 2. Il n'y avait pas encore eu l'accord de Paris de 2015. Donc, on voit qu'on était vraiment au tout début un petit peu de ce mouvement. Et là, si je parle de mes sujets, c'est-à-dire la nature et la biodiversité, j'en parle même pas. C'était vraiment, pour ainsi dire, un non-sujet dans les entreprises et plus ou moins, on va dire, seulement l'affaire des ONG, quoi. Donc, c'était pas du tout dans le radar, en fait, des décideurs en entreprise. Donc voilà, par rapport aux obstacles et aux freins, alors très rapidement à titre individuel, ce qui n'était pas évident là-dedans, c'est que du coup, vu que c'était effectivement très embryonnaire, il n'y avait aucune voie professionnelle un peu tracée en fait, ou pas forcément d'exemple aussi dont je pouvais m'inspirer. Donc j'ai eu l'impression dans mes jeunes années vraiment d'aller un peu à l'aveugle et de tracer un chemin, pour ne pas dire défricher, parce que voilà, quand on fait du développement durable, on n'aime pas trop défricher, mais voilà. Et au niveau des organisations, symétriquement, eh ben, le niveau de maturité, il était quand même très bas en fait. Et là, je me souviens par exemple, pour partager quelques anecdotes, de chapitres RSE du document d'enregistrement universel, enfin, qu'on appelait à l'époque le doc de REF, où les entreprises, voilà, pour parler du changement climatique, parlaient en gros, se lamentaient sur la disparition des ours polaires à cause de la fonte des glaces. Et sur la biodiversité, c'était 1 fois sur 2 les ruches sur le toit, parfois quand on avait un peu de chance, les toitures végétalisées. Ça s'arrêtait là. Donc autant dire que on n'allait pas très très loin, je dirais, et le lien entre les sujets n'était pas du tout fait en fait. Et dans ce contexte aussi, les personnes qui étaient en charge de la RSE étaient souvent très peu écoutées, assez seules dans leur job. Et voilà, c'était un peu le contexte, je dirais, de mes jeunes années. Et donc voilà, ça c'est
un petit peu pour situer ce contexte-là. Et du coup, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, quand on regarde un petit peu en arrière, on revient de loin, en fait. Et donc, les choses ont considérablement changé, et pour du mieux, j'ai envie de dire quand même, en 15 ans, en tout cas par rapport à la maturité des acteurs économiques et la façon dont ils se saisissent de ces sujets environnementaux, et particulièrement biodiversité et nature, même si, évidemment, ça ne va pas du tout assez vite au regard de l'urgence de la situation. Et de ce point de vue-là, la notion d'urgence qui a été soulevée par Béla, je souscris complètement. Et donc, pour prendre un peu un exemple et vous montrer aussi comment, à titre personnel, je lis les challenges aujourd'hui, et notamment tout ce ESG backlash qu'on entend beaucoup, voilà, c'est cette espèce de mouvement anti-ESG qui sévit. Moi, je le lirais positivement comme le signe qu'on est en fait rentré dans le dur de la transformation écologique des organisations. Et je vais prendre un exemple pour ça. Et qui explique que du coup, ça suscite de la résistance. Et c'est bien normal, en fait, quand des changements aussi forts sont en cours. Donc, un exemple, voilà, aujourd'hui, donc, une entreprise qui veut s'engager dans une stratégie nature basée sur la science, donc, pour faire très, très rapidement la technique, voilà, par exemple, grâce au cadre SBTN, pour ceux qui connaissent, elle doit faire, entre autres, suivre tout un processus et, entre autres, faire deux choses. Elle doit s'assurer que... elle doit arrêter la conversion d'écosystèmes naturels, et elle doit aussi réduire l'empreinte au sol de ces activités. Pas seulement ces sites, même toutes les activités dans sa chaîne de valeur, c'est-à-dire les surfaces agricoles qui sont nécessaires pour produire les matières premières qu'elle utilise, elle, dans ses usines. Donc ça n'a l'air peut-être de pas grand-chose dit comme ça, mais en fait c'est une révolution. Et donc là, pour prendre un exemple concret dans mon métier, voilà, ça fait par exemple 2 ans qu'on accompagne un grand distributeur de produits alimentaires, entre autres, sur ce sujet. Et ça veut dire concrètement, à terme, faire évoluer le mix produit, donc en l'occurrence, très concrètement, réduire la part de produits carnés. Mais ça, c'est une vraie transformation. Et là, on n'est plus dans la micro-anecdote sur les ruches et les toitures végétales. On est sur vraiment ce que l'entreprise vend et quelque part le cœur de métier de l'entreprise. Donc ça veut dire des défis méthodologiques, organisationnels, comportementaux, parce que quand on fait ça, il faut aller travailler avec les fournisseurs et remonter parfois jusqu'à la ferme ou jusqu'au pâturage. C'est ultra concret, en fait. Ça change complètement les métiers des gens dans les organisations. Et donc, oui, évidemment, c'est challengeant. Et donc, voilà, prendre en compte, en fait, sérieusement la nature, les seuils écologiques, les limites planétaires, eh bien, ça veut dire changer de modèle, en fait, de façon très forte. Et donc, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des obstacles et des résistances au changement, comme on voit aujourd'hui. Il faut juste continuer à y croire et persévérer, en fait, je pense. Alors, je vais juste rajouter, tu me disais, Constance, que tu aimais justement rajouter un petit peu de l'émotion et de faire en sorte que les organisations soient un peu émues par ce que tu leur dis et que ça ne soit pas seulement des faits scientifiques. Est-ce que tu peux justement nous en parler un petit peu plus ? Oui, rapidement, peut-être du coup, pour compléter aussi un peu sur comment est-ce qu'on fait bouger, en fait, quelque part, les personnes et les organisations. Déjà, je pense que quand on fait bouger des organisations, on fait aussi bouger les personnes qui les composent. En fait, au fond, une organisation, c'est aussi des gens qui peuvent être du coup touchés au cœur. Et pour ça, il y a peut-être différents leviers. Et moi, si j'essaie de synthétiser un peu, je pense qu'on arrive à faire bouger les acteurs quand il y a un alignement entre pouvoir agir. Il faut avoir les moyens, en fait, d'agir. Sinon, ça ne sert à rien qui se fait. Il faut devoir agir. S'il y a un peu de pression de la réglementation, des pairs, des ONG, ça aide quand même, ça pousse à aller plus loin. Et il faut aussi vouloir agir. Et là, c'est effectivement plutôt une question de valeur, je pense. Et donc là, si je synthétise rapidement ça, pouvoir agir, moi je trouve quand même que là, sur les sujets biodiversité nature, il y a eu des avancées scientifiques et méthodologiques considérables ces dernières années qui permettent vraiment aux organisations de se saisir avec beaucoup de sérieux en fait de ces sujets. Plus de manière anecdotique, mais d'une manière justement scientifique. Voilà, je ne rentre pas dans la technique de tous ces cadres, mais c'est quelque chose qui est assez connu. Les outils méthodaux sont là pour aller vite. En parallèle, évidemment, la pression réglementaire, la pression des pairs, des ONG, des consommateurs, elle aide. Donc on a besoin de cette pression. On a besoin de lois, on a besoin de politiques fortes et on a besoin de consommateurs, même si nous ne sommes pas que des consommateurs, qui votent aussi un peu avec leur caddie pour aller vite. Mais il faut aussi vouloir agir, parce que tout ça, ça ne suffit pas, en fait. On s'en rend bien compte. Et donc, effectivement, une forme d'émotion, une forme d'appel aussi à la responsabilité, presque, j'oserais dire, à une notion aussi de devoir moral et de discerner entre le bien et le mal, presque. Moi, j'oserais parfois utiliser ces termes-là aussi. Et en fait, ça permet aussi peut-être de générer le changement. Et je vais raconter pour ça 2 anecdotes rapides, une qui n'est pas de moi et une qui me concerne plus. Donc, une anecdote là-dessus, pour rebondir aussi sur l'huile de palme dont parlait Béla.
C'est une anecdote qui est racontée par Scott Poynton, qui est le fondateur et président de l'ONG The Forest Trust, qui s'appelle maintenant Earthworm. C'était en 2010, et on était en fait en plein dans une campagne choc menée par Greenpeace contre Nestlé, avec l'huile de palme utilisée dans les confiseries, accusée évidemment de provoquer la déforestation, et donc le massacre d'orang-outans. Et donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était ces barres de Kit Kat, et parmi les barres de Kit Kat, les doigts de Kit Kat, il y avait un doigt ensanglanté d'orang-outan. Bon, c'était une campagne choc qui a marqué les consommateurs de l'époque et aussi les collaborateurs et les personnels de Nestlé. Et ce que Scott raconte, c'est qu'après ce bad buzz, on va dire, Scott, en gros, a lancé une collaboration avec Nestlé. L'équipe dirigeante de Nestlé a accepté de collaborer. Et pourquoi elle a accepté ? Eh bien, pour des raisons plus justement plus personnelles, en fait, avec l'idée que l'entreprise ne voulait pas être associée à des pratiques en conflit avec ses valeurs. Et donc, c'est une affaire de valeur. À un moment donné, c'est aussi une équipe dirigeante qui dit « Nous, on ne veut pas être ces gens qui poussent quelque part vers l'extinction les orang-outans ». Alors, évidemment, Nestlé est loin d'avoir résolu tous les problèmes des plantations d'huile de palme, mais ça a été quand même un des pionniers, pour les engagements et politiques zéro déforestation. Et très vite, je raconte une autre anecdote plus personnelle. C'est que je me souviens dans mes jeunes années, justement, quand j'étais déjà dans le conseil, d'avoir eu une discussion avec une directrice RSE d'une entreprise qui était en fait un peu prise dans des grands conflits d'aménagement de territoire, des zadistes, des ZAD, des occupations de sites, enfin gros conflits, quoi, si je peux me permettre, à juste titre. Et donc, ils étaient vraiment empêtrés là-dedans. Et je me souviens d'avoir discuté avec cette directrice et de lui avoir dit, finalement, posez-vous la question peut-être, est-ce que le monde se porterait mieux si votre entreprise n'existait pas ? Je m'entendais très bien avec elle, donc elle a écouté ma question. Et on n'a pas forcément eu la réponse tout de suite. Mais en revanche, et l'entreprise existe toujours, j'ai envie de dire tant mieux, mais elle a beaucoup évolué. Et j'en retiens quand même que parfois dans son métier, même quand on est un professionnel du sujet, il faut oser poser des questions qui fâchent, des questions un peu fondamentales, parce qu'in fine, il faut savoir aussi pourquoi on est là en tant qu'entreprise. Est-ce qu'on est là pour faire partie de la solution ou pour faire partie du problème ? Et à un moment donné, je pense qu'il faut choisir. Et donc, c'est aussi, quelque part, une façon aussi d'être en accord avec ses valeurs que de vouloir se positionner du côté de la solution. Et sinon, d'avoir le courage d'évoluer, d'arrêter certains produits, d'arrêter certains services, de croître peut-être, mais autrement, de croître moins, et d'oser, en fait, finalement, de faire des choix fondamentaux. Alors Bella, toi tu crois beaucoup aux nouveaux récits. Tu n'es pas la seule, Cyril Dion, Laetitia Dodge qui devait être avec nous aussi croit beaucoup aux nouveaux récits. Comment est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce que ça veut dire pour toi, les nouveaux récits, et nous donner quelques exemples ? I think, with Animal and Children of the Anthropocene, it's about finding people who are working in areas to create a vision of a different world, and a vision of a world with very different values. Je crois que aussi bien avec le film Animal qu'avec le livre Les enfants de l'Anthropocène, il s'agit de trouver des gens qui vont créer une nouvelle vision en fait, et de nouveaux récits. And one of my favorite examples is a young woman called Belinda Rikamani who lives in the Solomon Islands. And I spoke to her in 2020, and she lives on an island called Walondi Island. She lives in an island next to an island called Walondi Island. And she could see this island from her window, and she watched as the population went down from over 2,000 people and it decreased to one man living on this island because the infringing water rising around this island. Et mon exemple préféré, c'est celui d'une femme qui s'appelle Belinda Rikamani, qui vit dans les îles Salomon, cet archipel, et qui était très proche d'une île qui s'appelle Walondi, qu'elle voyait de sa fenêtre. Et par la fenêtre, elle a pu voir la population de cette île passer de 2000 personnes à un seul homme, pendant que l'océan, bien évidemment, les eaux montaient. And
storytelling can be unconventional. So Belinda was a law student at this point, and she gathered lots of young people, and they formed a group called the Pacific Island Students Fighting Climate Change. And with a group with 5 other law students, they spoke to their local government, and they decided that what they needed to do was push the human right to a healthy environment into a global international body. And they decided they were going to target the International Court of Justice. Et effectivement, les nouveaux récits peuvent être, on va dire, différents ou peu conventionnels. Ce que Belinda a décidé de faire, elle était à l'époque étudiante en droit, et elle a monté, en fait, avec d'autres étudiants en droit, une association d'étudiants du Pacifique contre le changement climatique. Et ils ont décidé, en fait, qu'au lieu de devenir une organisation pour les droits de l'homme, ils allaient tout simplement déposer un recours auprès de la Cour internationale de justice. So that began in 2020, and just in December, there were 96 states and 11 civil society organizations, as a result of these young people, testified to the International Court of Justice. And right now, the International Court of Justice is looking at a resolution around how states should react to the climate crisis, whether there is a human right to a healthy environment. And if they agree on this resolution, so they're looking at it right now, and if they pass a resolution saying that states need to do more, it could change, because law is sort of the story that society tells itself. It could completely change the way that different constitutions in different countries act around the climate crisis. Oui, et donc en décembre 2020, il y avait 96 États et 11 organisations civiles qui avaient déposé devant la Cour internationale de justice, en fait, des témoignages. La Cour internationale de justice est actuellement en train d'étudier une résolution qui dirait que les États ont une responsabilité par rapport à leurs citoyens qui doivent avoir un droit humain à un environnement sain. Si cette résolution est passée, il est bien évident que ça entraînera des modifications qui peuvent aller jusqu'à des modifications constitutionnelles pour les États. En tout cas, ça aura un impact sur la loi, les lois et qu'est-ce que le droit, en fait, si ce n'est l'histoire que la société ou les sociétés se racontent à elles-mêmes. And just one to give you a bit of hope. So they're thinking about this resolution right now. And in 1996, there was a similar resolution passed on nuclear weapons, which then resulted in the treaty around non-proliferation of nuclear weapons. So although it's not legally binding, if this does pass, it could change the story that governments tell themselves around how to act around climate change. So it shows, that shows a lot of things, and that's a story in itself. But that shows the power of one student who saw a problem and decided to do something about it, and the power of different forms of storytelling, not just writing books, but also law and politics and economics. What are the dominant narratives that we're telling ourselves as citizens and consumers? Oui. Et pour vous donner en fait un peu d'espoir, vous rappelez qu'en 1996, une résolution du même ordre en termes juridiques avait été passée par la Cour internationale de justice concernant les armes nucléaires, ce qui a amené au traité de non-prolifération qui, s'il n'a aucun caractère d'obligation, a quand même eu un véritable impact sur ce que les différents États pouvaient dire par rapport aux armes nucléaires. Donc on voit bien là qu'une étudiante réussit à avoir un véritable pouvoir, et il s'agit
pas seulement des récits que l'on peut délivrer à travers des œuvres documentaires ou des œuvres de fiction. Il s'agit aussi de récits qui vont avoir à voir avec le légal, le politique et l'économique. Et du coup, tout ça, ça peut avoir des répercussions extrêmement importantes, et ça a des répercussions, ces résolutions de la Cour de justice internationale, sur les récits que nous délivrons en tant que citoyens. Alors justement, en parlant de récits, je vais donner la parole à Solène, qui, elle, a prévu une petite surprise. Donc vous allez tous jouer le jeu, j'espère. Vas-y, Solène. Merci. Effectivement, on vient de parler de récits. Alors là, on est sur des niveaux logiques qui nous dépassent un peu. Changer des lois. Qui a déjà changé une loi ici? Ok. Qui a envie de changer des lois? Ouais, super. Comment on fait pour vraiment s'engager? Comment on fait pour vraiment mobiliser autour de soi à partir de là où on est, en fait? À savoir qu'ici, il n'y a pas beaucoup de ministres, de sénateurs, de dirigeants d'empire. Mais on veut un en mieux. Comment on fait? Je vais revenir sur les récits. Il y a les récits qu'on se raconte et qu'on raconte. Bella nous en a partagé, qui changent des lois. Et puis il y a les petits récits plus intérieurs. Il y a un économiste belge, Vincent Commen, qui a écrit un livre, Les mutants militants. On peut s'engager en étant militant et en changeant des lois. On peut s'engager en étant mutant et en se changeant soi. Le meilleur des mondes étant de faire les deux, évidemment. Donc j'ai envie qu'on rentre ici dans une expérience plus intérieure autour de cette question du récit. Pour embarquer autour de soi, la question s'est posée pour moi il y a des années. J'avais quelques mois pour rassembler 1000 personnes. Notre association avait 10 € en poche et mon cher mentor m'avait lancé un défi. Tu as, Solène, 6 mois pour remplir le Grand Palais, on va faire un grand festival. Moi, je ne savais pas faire. Je n'avais jamais créé d'événement à impact. Il n'y a que 2 choses que je savais faire, rêver et méditer. Comment on fait pour engager une communauté et trouver des centaines de milliers d'euros et des milliers de personnes en quelques mois, en rêvant et en méditant? C'est ce que je vais nous proposer de vivre. Pour cela, je vais vous inviter à fermer les yeux. Fermez les yeux. Vous pouvez décroiser les jambes, les bras. Respirez, respirez amplement. Et si vous ne voulez pas faire l'exercice, simplement être en observation, voilà, de la salle. On n'est pas obligé, évidemment, de vivre l'expérience. Je vais vous inviter à vous connecter à votre vision intérieure. Si vous êtes ici, c'est sûrement que vous avez envie de vous engager, voire que vous êtes engagé. Et observez à l'intérieur ce nouveau monde que vous voulez voir advenir. Est-ce que c'est des océans plus propres avec Estelle? Est-ce qu'avec Constance, c'est des entreprises plus responsables? Avec Bella, est-ce que c'est des gouvernements qui prennent vraiment leurs responsabilités? Avec Laetitia, c'est des nouveaux récits qui passent par des fictions. Et vous, quel est votre rêve? Qu'est-ce que vous voulez faire changer dans le monde? Pour ma part, on était en 2015. J'ai rassemblé une quarantaine d'amis suite à un appel sur les réseaux sociaux. Je voulais organiser un grand événement impact sur un monde du travail où chacun trouverait sa place, quel que soit son genre, sa couleur de peau, son type d'intelligence, ses formations. Je rassemble ces 40 personnes et on médite ensemble, pas 2-3 minutes comme on va le faire ici, mais un peu plus longtemps. On médite ensemble pour se rendre disponible à nos visions intérieures. On va le faire juste 1 minute ensemble, 1 minute de silence. Qu'est-ce que vous voyez dans votre tête, dans votre cœur, à l'intérieur? Quand vous connectez à votre rêve, ici bien présent, ou votre rêve d'enfant. Quelques secondes encore. Peut-être que les rêves sont obstrués, quelquefois on ne sait plus rêver. Peu importe.
Et donc, dans cet exercice que je vous propose, une fois que vous arrivez à vous connecter à ce rêve, ça peut être en fermant les yeux ou en plongeant dans la mer ou en marchant dans la forêt, peu importe. Une fois que vous avez cultivé ce rêve, comment vous restez connecté à ce rêve au quotidien? Vous ne le lâchez pas. À force de vous voir, il va s'habituer. À force de le rencontrer à l'intérieur, vous pourrez poser des mots sur ce rêve, sur cette vision. Embarquer des gens avec vous. Et là, je vais vous inviter à rouvrir les yeux. Et moi, je suis en 2015. Je réunis ces 40 amis. Je leur dis, on a quelques mois pour créer un événement à impact. Voilà mon rêve. Un monde du travail riche de tous. Je partage ce rêve. Et là, ils sont tous avec moi, connectés par le cœur. Connectés à cette même vision. Et on a réalisé ce projet. Et mes collègues, consoeurs, camarades réalisent aussi leurs projets, peut-être avec d'autres pratiques que la vision intérieure partagée, mais celle-ci est très puissante. Si on ne peut pas imaginer quel monde on veut voir advenir, on ne pourra pas le faire advenir. Mais l'imaginer ne suffit pas, il faut le ressentir. On en a marre des mots, on ne veut plus des mots, on en a marre. On a besoin d'intelligence par le sensible aussi. J'ai parlé, merci. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui ont envie de partager ce qu'ils viennent de vivre pendant 2-3 minutes? Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Oui, devant. Bonjour. Ouais. Il faut que tu appuies sur le micro. Bonjour, mon français n'est pas parfait parce que je suis mexicain. Et en fait, merci beaucoup pour cet exercice. Et ça m'a beaucoup aidé, en fait. Et moi, je construis à base d'une idée. Je pense que la responsabilité, toujours, c'est le résultat de s'identifier avec les privilèges et la responsabilité qui doivent venir ensemble. Et je pensais à ce sujet pendant la méditation. Et ça m'a donné de bonnes idées dans la suite pour construire sur cette idée. Je suis quelqu'un qui a eu le privilège d'apprendre de nouvelles langues, de vivre dans différents pays, d'avoir des études, et d'avoir une bonne santé, une bonne situation. Et je pense que quand on s'est identifié avec ce privilège, on doit construire à base de la responsabilité, en fait. C'est tout. Bravo. C'est juste pour citer Superman. Je crois que c'est Superman. Je suis plus sûre de ma ref. À grand pouvoir, grande responsabilité. Et on pourrait... Spider-Man, merci. Mais à grand privilège, grande responsabilité. Merci. D'autres prises de parole? Juste derrière Bénédicte, pour chauffer la salle. Oui. J'aurais envie de dire un peu la même chose, c'est-à-dire on a une chance incroyable d'être conscient de ce qui se passe, parce qu'on a tous des environnements différents, parce que pour certains on est mère et qu'on a eu cette pulsion de vie. Et oui, il me semble essentiel de prendre cet engagement, cette responsabilité et de poursuivre dans cet engagement. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui sont engagées, qui ont envie de parler de leur engagement, justement? Allez-y. Pour aller sur la méditation, mais aussi sur les grands rêves. Quand j'étais étudiante en école de mode, j'aimais tricoter, j'aimais la laine, c'était pas du tout cool. Et pendant le Covid, je suis partie travailler chez un fournisseur de tweed que je connaissais pas, qui m'a hébergée chez lui. Je suis tombée amoureuse de fermiers qui pouvaient pas vendre leur laine. Et maintenant, je travaille chez Chargeur, qui est un groupe français. Je viens juste de rentrer dans la 2e division qui s'appelle Luxury Fiber. Et en fait, je vends de la laine en agriculture régénérative à des groupes comme Kering. So be weird, embrasse ton espèce de truc étrange que tu dis à tout le monde, t'aimes les moutons. Et on te dit, toi, t'es quelqu'un qui aime les moutons. Et tu aimes la laine. Et un jour, en fait, tu te retrouves à parler d'agriculture régénérative alors que tu n'as pas fait d'études de bio, que peut-être que tu n'es pas legit face à des ingénieurs, mais qu'en fait, le seul truc que toi t'aimes, c'est être en Écosse sous la pluie à regarder les moutons. Et qu'en fait, en ce moment, je prêche
le mieux faire et les practices, alors que j'ai fait des études de littérature. Et voilà. Et donc là, je ris parce que moi, dans ma vision board de cette année, dans mes méditations, je vois des moutons en Uruguay, c'est ce que je vends en ce moment. Et je suis en train de monter un projet entre l'Institut français de la mode et Kering, où j'emmène des étudiants au mois d'octobre en Uruguay, travailler sur les champs en aquaculture régénérative. Et manifesting, ça marche. C'est juste hyper puissant. Ça prend du temps, c'est bizarre, mais il suffit juste d'y croire et de travailler. Madame, vous aviez aussi envie de parler? Je ne sais pas pourquoi j'ai levé la main. Donc, elle s'engage donc au féminin. Et c'est vrai que j'ai peut-être apporté une petite note personnelle. J'ai grandi au milieu de garçons. Je n'ai que des frères. J'essaie juste de comprendre en fait, ce qui peut différencier les hommes et les femmes. Pour moi, il n'y a pas trop de différence, très franchement. Hein. Mais ce n'est pas une vérité que j'assène là. Il n'y a pas vraiment de différence. Mais par contre, par rapport à tout ce que vous avez dit, pardon, je sens quelque chose, effectivement, par rapport à ce que disait Estelle. Bon, voilà, la vie, donner la vie. Maintenant, malheureusement, l'instinct maternel n'est pas forcément partagé. Donc, c'est peut-être aussi aider les femmes qui sont en souffrance par rapport à la maternité et les reconnecter à quelque chose. Et puis, vous avez aussi beaucoup parlé de communication, la manière de communiquer. Et je pense que là, oui, on se distingue un tout petit peu. Je repense à moi et à mes frères, et oui, on ne communique pas pareil du tout. Ça, c'est clair. Pourtant, on a été vraiment éduqués exactement pareil. Je n'ai pas été du tout mise en valeur par rapport au fait que je sois une fille. Bien au contraire, je portais les vêtements de mon grand frère. Mais oui, ce que j'ai détecté chez vous toutes, c'est vraiment cette manière de communiquer. Et pour moi, c'est un souci, parce que dans mon travail, moi j'ai commencé en 2010 aussi, donc à un moment où c'était absolument pas la mode de faire de la RSE. Je suis tombée vraiment par hasard, alors ça vous fait rire, dans une entreprise d'extraction minière très connue, que je nommerai pas, internationale, anglo-canadienne, donc c'était vraiment un hasard. Mais je ne suis pas arrivée par hasard, puisqu'en fait, je suis arrivée là et ça m'a interpellée, relations communautaires et responsabilité sociale, qui était en fait de la RSE. Et puis à la même époque, il y avait la norme ISO 26000, qui est vraiment la Bible de la RSE. Et donc, mais j'ai toujours eu un souci de communication par rapport à ça. Et effectivement, je me suis rendu compte que très rapidement, je faisais appel à nos émotions, ce qui ne se faisait pas du tout à l'époque. Le storytelling, très rapidement, j'ai compris qu'il fallait aller récupérer des vraies histoires. Donc voilà, je parle comme ça, c'est pas très construit, mais j'essaye de comprendre, parce que si je suis là, c'est aussi comprendre ce que nous pouvons apporter en tant que femmes, sans vouloir nous mettre en opposition aux hommes. Ça, pour moi, c'est vital et important. De toute façon, mon meilleur ami, il est plus féministe que n'importe quelle femme. Enfin bon, donc voilà, c'est un féministe, mais spontané, pour lui, c'est juste une évidence. Mais par contre, je pense que oui, il y a quand même des choses qui nous différencient. Et au niveau de la communication très corporative, très pas masculine, mais très classique, il faut creuser, parce que le nerf de la guerre, quand on voit ce qui se passe avec, disons le Trump et ses sbires, il va falloir qu'on ose aussi ouvrir la bouche, communiquer différemment, moins avec des graphiques, etc. Parce qu'aujourd'hui, on a l'information. Hein. Les gens qui disent oui, mais je ne suis pas au courant, c'est parce qu'ils ne veulent pas. Hein. C'est comment on appelle ça, une paresse intellectuelle. Mais par contre, pour ce qui est de vraiment oser dire que non, mais là, voilà moi ce que je fais et voilà ce que tu peux faire. Maintenant, après, c'est ton choix personnel. Et oser aussi dire les réussites, parce qu'on n'ose pas, hein. Nous on se cache, hein. Dans mon métier on fait du greenwashing, mais à un moment donné il va falloir, moi je cherche les pistes pour communiquer, et c'est pour ça qu'on est là, quand moi je suis là en tout cas avec mes collègues. Merci. Merci. Moi, j'aurais peut-être juste voulu rajouter quelque chose qui me vient vraiment et qui vous rassemble. C'est ce qui nous soutient,
c'est l'intelligence du cœur et l'ouverture du cœur qui nous ouvre sur l'émerveillement de la beauté de notre planète, nous amène les larmes, nous fait monter cette pulsion en fait de vie qu'on a envie de protéger. Et en fait, c'est ça tout à l'heure que j'ai pas suffisamment bien mentionné, mais pour moi, c'est cette intelligence du cœur qui nous sauvera parce qu'elle nous tient. Et je crois que c'est tout ce que vous avez dit. Derrière chacun de vos engagements, c'est cette beauté de la puissance, de l'émerveillement, de ce que vous avez, de ce qui vous tient, que ce soit le travail, la mer, les entreprises, etc., les animaux, etc. Merci. Madame. Merci. D'abord, merci à toutes pour vos interventions qui étaient très complémentaires, mais avec beaucoup de points en commun également. Et merci tout particulièrement, Solène, pour la méditation. Ça me parle tout particulièrement parce que moi, je suis architecte urbaniste et au bout de 4 ans de travail il y a quelques temps, j'ai senti que je suis un peu arrivée au bout de l'exercice dans une agence où on était très écolo. Parce qu'à un moment donné, j'avais l'impression qu'il y avait quand même un gros gap entre tous nos discours, en effet beaucoup de mots, de beaux mots, mais qui perdaient énormément de leur engagement au moment d'arriver à la concrétisation, faute de plein de choses, clients, lois, financement, etc. Et donc je me suis dit, il est temps pour moi de m'arrêter, de prendre du recul par rapport à cette pratique et de voir ce que je peux faire de différent pour mieux m'engager, parce qu'il y a une urgence très forte. On est dans la décennie décisive pour le climat et pour la planète. Et donc j'ai fait une année de césure, et pendant cette année-là, j'ai pris un mois sur une île pour méditer, en effet. Et ça m'a apporté la plus grande clarté possible par rapport à mon prochain pas, et j'ai su que je voulais faire de la recherche sur les matériaux écologiques et tout particulièrement sur la réutilisation des terres excavées, parce qu'on en excave tout le temps. Et par exemple à Paris, une 40aine de millions de tonnes juste pour faire le Grand Paris, le métro du Grand Paris Express, et un nombre incroyable quand je me suis penchée sur les quantités, et de réaliser que c'est quelque chose d'inévitable et en même temps quelque chose avec laquelle on a toujours construit. Donc bref, après plusieurs difficultés, j'ai réussi à rentrer en école doctorale et en même temps continuer de travailler en tant que consultante, parce que je voulais aussi ne pas m'arrêter à conseiller les gens, parce qu'il n'y a pas de temps pour attendre que mes 4 ans de recherche se terminent avant de partager du coup le savoir. Mais disons que si je partage tout ça, c'est pour dire que, en effet, le retour vers soi-même ouvre énormément de portes sur le monde. On a besoin de savoir les raisons pour lesquelles on se lève le matin, on s'engage, et les moments pour lesquels notre voix elle est importante et primordiale, et à quel moment il faut ne pas avoir peur pour lever la voix et exprimer ce dont on croit et aller très loin là-dedans. Parce que la vérité est plus grande que nous et on a besoin d'elle, tout comme elle a besoin de nous. Et comme disait Estelle, il faut le faire, il n'y a pas le choix. Merci. Ouais. C'est moi, je pense. Bonjour. Voilà, je me présente, je suis artiste peintre. Je me permets de parler des engagements que j'essaye d'opérer dans mon travail, aussi parce que ça concerne un petit peu le titre de cette conférence qui m'a poussé à venir, à savoir que en tant que papa d'une petite fille de 9 mois, j'ai vécu ce souffle que vous avez vécu forcément plus fortement que moi, puisque vous l'avez vécu dans votre corps, mais moi j'ai été impressionné par la force de vie de ma femme. Je vois en ma fille ce qu'elle deviendra. Et j'ai une furieuse envie de m'engager pour le coup pour, d'une part, racheter, non pas moi, mais des forêts et les préserver. Je voudrais monter une vente caritative d'œuvres d'artistes pour racheter des forêts. Et là, je pense à ce que vous avez dit sur les 6 mois et le faire en 6 mois alors qu'on ne sait pas le faire. Et ça me donne envie de me dire que je peux y arriver. Et la deuxième chose qui est importante et délicate à évoquer comme sujet, c'est l'écoféminisme, que j'essaierai de résumer ainsi. C'est pas évidemment d'opposer à toute forme
de masculinité, mais plutôt mettre en lien l'exploitation de la nature et celui du travail gratuit des femmes, à la maison souvent, et en fait à situation radicale, changement de paradigme radical, et en ce sens, non pas retirer de tous les hommes le pouvoir, mais donner à ces femmes qui ont été dénuées un pouvoir plus grand, pas pour continuer le capitalisme patriarcal, mais pour engager une nouvelle voie et offrir à ma petite fille qui s'appelle Gaïa et à toutes les Gaïas du monde un avenir brillant. Riyad, je crois que vous vouliez partager quelque chose avec nous. Oui, bonjour à tous, et c'est très touchant ce que vous venez de dire. Et je voulais revenir, moi, sur parce que j'ai vu qu'il y avait un sujet sur les femmes, les hommes, il n'y a pas de différence. Je pense que les mots sont importants. Je pense qu'il y a une différence, parce que je le vis aussi dans le handicap. Le combat qu'on a, c'est non, on est comme tout le monde. Non, on n'est pas comme tout le monde, je vous assure. On a des besoins spécifiques. Et je pense qu'il faut faire attention, parce que l'égalité, pour arriver à l'égalité, il faut l'équité. Les femmes, les hommes sont différents. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas égaux. Et la nature crée des différences et l'homme crée des injustices. Et ce qu'il faut, c'est refaire en sorte que l'injustice ne soit pas là, parce qu'on a une intelligence qui est peut-être différente, mais on peut aller dans le même objectif, le même but commun de vivre ensemble, avec nos différences. Moi, je prône pour que la différence soit la norme dans l'espèce humaine, parce qu'on est tous différents. Et si on prend en compte ces différences, on va pouvoir répondre aux besoins de chacun. Et j'aime à dire, parce que comme on est aussi dans la nature, que la nature peut répondre aux besoins de tous, mais pas aux caprices de chacun. Et c'est pareil pour l'humain. Donc voilà, merci. Alors, pour conclure, est-ce que vous pouvez chacune nous dire comment est-ce que vous voulez qu'on vous soutienne ? Vraiment, je dois commencer. Alors, comment on peut nous soutenir ? Moi, je voudrais juste dire quelque chose. J'ai adoré le petit moment de méditation. Et je voudrais juste rajouter qu'en fait, chaque jour, si vous pouvez tous penser que c'est un privilège de vivre, sincèrement. On est sur cette terre. Cette terre, si elle se détruit, comme on dit soi-disant, on détruit la terre, le réchauffement climatique, tout ça. La terre, elle va rester. C'est nous qui n'allons pas rester. Tout ce qu'on fait, tous ces engagements, c'est pour sauver l'être humain. Parce qu'il y aura toujours des espèces, micro-organismes, bactéries, elles seront beaucoup plus fortes que nous. Donc, sincèrement, c'est un privilège d'être sur cette terre et qu'il faut la remercier tous les jours. Et en effet, chacun peut faire quelque chose. Chacun peut faire un geste. Et encore une fois, si on est tous unis, on retrouve tous une certaine humilité, parce qu'on est tout petit, eh bien, je pense qu'on peut y arriver. Merci. Merci Estelle. Je vais aussi enchaîner sur l'évocation de quelque chose de petit. Donc, moi, pour terminer, j'avais envie en fait, de vous partager une phrase que je trouve très jolie, donc une phrase de Hans Jonas, sur laquelle j'avais travaillé. Dans le principe responsabilité, il écrit « Un appel muet à préserver son intégrité semble émaner de la plénitude du monde de la vie, là où elle est menacée. » Et donc, je voulais juste revenir sur l'anecdote que j'évoquais au début. Moi, quand j'entends les crapauds accoucheurs dont je parlais pousser chacun leur petite note flûtée, chacun sur son petit monticule, le soir dans la campagne, eh bien, j'entends cet appel. Donc, j'avais envie de vous proposer ensemble, écoutons le chant du crapaud et vive les mares. Solène, ton dernier mot ? Chers Français, on me coupe le micro quand c'est sérieux. Chers Français, chères Françaises, nous avons un immense privilège. Nous ne sommes pas en guerre. Pas encore. Nous ne sommes pas gouvernés par un Trump qui prohibe des mots comme femme, homme, handicap,
transition climatique, crise sociale, discrimination, homosexualité et j'en passe. Nous sommes encore dans un pays en paix et dans un pays de droit. Encore, ce qui veut dire que tout peut basculer. Soyons conscientes et conscients du danger démocratique qui nous guette. C'est tout. Bella? Very practically first, if you want to look up Reserva Youth Land Trust, it's run by young people, but we need the support of everyone. And a little bit more theoretically, I think this conference is beautiful and brilliant and moving, but we all support each other already. And I don't think the aim of this should be to make environmentalists. It should be to make environmentalism a core value of every organization and community that all of us go back to when we leave. Sorry again. That's fine. Oui, alors une chose très très pratique, voilà, il est possible de soutenir Reserva, qui est une organisation qui est gérée par des jeunes. L'autre chose, c'est que je trouve que cette conférence est absolument formidable. Elle est également très... elle nous touche de manière sensible. Maintenant, je pense qu'il s'agit de faire que les questions environnementales deviennent une valeur clé pour toutes les organisations et toutes les personnes. This planet and protecting our planet is not subsidiary, it's not a fringe issue, it should be the core of everything we do. And a good example of making environmentalism a core value is Costa Rica did this in their government in 1997, and they reforested from under 20% to almost 60% now, because they put environmentalist values at the core of every policy they make. And that's not just at a government level, we can do that at an individual level. So I think this is lovely, and we all support each other, and it's been a pleasure to hear what you all have to say, but I think we need to make sure we leave and keep going as strong as we are right now when we're in this building. Thank you. Oui, et pour conclure, protéger la planète, c'est pas quelque chose de subsidiaire, c'est pas un choix, c'est quelque chose qui doit vraiment être au cœur de toutes les préoccupations. Juste pour donner un exemple, le Costa Rica en 1997 a décidé de mettre la nature et l'environnement au cœur de ses politiques. Résultat, ils ont aujourd'hui procédé à 60% de reforestation du territoire, mais ça ne se passe pas en fait. Avoir l'environnement et la nature comme préoccupation fondamentale, ce n'est pas seulement quelque chose qui doit être au niveau des États, c'est aussi quelque chose qui doit être pleinement présent chez tous les individus. Je pense qu'il est évident, et merci, voilà, ça a été très intéressant d'entendre toutes les personnes qui sont avec moi autour de cette table. On se soutient bien évidemment toutes et tous, mais je crois que ce qui est important, c'est d'essayer de vraiment diffuser notre engagement dès qu'on aura quitté ce bâtiment où quelque part beaucoup de personnes sont convaincus. Merci. Alors moi, je voudrais terminer, avant qu'on applaudisse tout le monde, je voudrais terminer juste par quelques mots qui résument un petit peu notre table ronde. Pour moi, c'est surtout ne restons pas spectateurs, osons rêver, comme nous a fait rêver Solène, osons y croire, osons vraiment croire que chaque action compte. On a tous quelque chose à faire. Si on est tous là, c'est qu'on a vraiment une place. On est tous légitimes. Il faut vraiment collaborer et pas se tirer dessus. Il ne faut pas qu'il y ait de différence. On est tous complémentaires, on a tous quelque chose à s'apporter. Donc vraiment, faisons corps, travaillons ensemble, soyons ensemble et allons-y, soyons des acteurs du changement. Merci beaucoup à tous. Merci.